Cette semaine, en enquête, un regard sur le plus important groupe médiatique au Québec. Le numéro 1 auprès des Québécois. L'Empire québécois emmène large dans la culture et l'économie, mais ses pratiques journalistiques soulèvent des questions. C'est pas normal qu'on regarde passer le train de la concentration en silence comme ça. Se pourrait-il que parfois le jupon de Québécois dépasse trop? Le pouvoir de la presse, c'est important pour la démocratie, mais c'est important qu'il y ait un standard de qualité. Bienvenue à Enquête. Nous abordons ce soir un sujet très délicat puisqu'il concerne les pratiques d'un autre média, Québécois, et qui est aussi en partie, à travers sa filiale TVA, un concurrent de la télévision de Radio-Canada qui diffuse cette émission. Mais Québécois, c'est beaucoup plus que cela. Il est l'éditeur de journaux le plus important au Canada. Il est à 45 % propriété de nous tous par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est pourquoi Québécois mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Enquête sur un groupe médiatique dont l'influence s'étend partout, dans les milieux culturels, économiques et politiques. Chaque année, devant ses actionnaires, Québécois se présente comme un empire tout-puissant, une véritable constellation médiatique. Le numéro 1 auprès des Québécois. À la tête de cet empire, l'homme d'affaires Pierre-Carl Péladeau. Nous sommes une entreprise qui évolue dans ce qu'on appelle en bon français le show business et dans les médias. On parle pas le même langage, Pierre-Carl Péladeau et nous, les journalistes. Lui parle d'information comme une marchandise. TVA Publications domine le marché du magazine de langue française au Québec. Québécois n'a pas honte de son pouvoir et s'en sert pour bousculer ses adversaires et tenter d'imposer ses volontés au gouvernement. Le Conseil ne peut plus continuer à jouer à l'autruche. Celui qui a le grand pouvoir veut toujours avoir plus de pouvoir. Groupe Livre, le plus important groupe d'édition de langue française au Canada. C'est pas normal qu'on regarde passer le train de la concentration en silence comme ça. Or, l'entreprise est une galaxie médiatique en pleine expansion. C'est l'Empire québécois, ici à Québec, qui va finalement contrôler la ville. Ça sera pas la Beaumeville, ça va être Péladoville. Pour Québécois, les intérêts de l'Empire se confondent avec ceux de l'ensemble du Québec. Travailler pour Québécois, c'est travailler pour le Québec tout entier. Québécois fait partie de notre quotidien. Ses journaux et ses hebdos gratuits sont distribués dans des millions de maisons et de commerces. Ces stations de télévision dominent les palmarès des codes d'écoute. Ces magazines, que l'on compte par dizaines, sont parmi les plus vendus en kiosque. Sa filiale Vidéotron apporte le câble, l'Internet et la téléphonie dans les résidences et les entreprises. On fréquente aussi ces superclubs pour louer ou acheter des films et des jeux ou pour se procurer des téléphones sans fil, des produits de Vidéotron. La chaîne Archambault, autre propriété de Québécois, vend de la musique produite en bonne partie par sa filiale Musicor. On y vend aussi des livres. Encore là, Québécois en est le producteur dominant. Québécois, c'est plus un satellite là, dans l'industrie de l'information. C'est une planète qui génère sa propre gravité et qui tourne en orbite dans son système solaire. Pour comprendre comment Québécois est devenu cette constellation médiatique, il faut retourner à l'été 2000, lorsque Québécois achète Vidéotron, le géant québécois du câble, et sa filiale, le réseau TVA. Le coup réussit grâce à la Caisse de dépôt et de placement, le bas de laine de tous les Québécois, qui investit 3,2 milliards dans l'aventure, en échange de 45 % des actions de Québécois Média. Le gouvernement péquiste évite ainsi qu'un fleuron québécois ne tombe entre les mains de l'Ontarienne Rogers.
Merci, Monsieur le Président. Je me présente. Je suis Luc Lavoie, vice-président exécutif aux affaires corporatives de Québecor. Le gouvernement du Parti québécois est quand même mal à l'aise dès le début. En commission parlementaire, on se demande si on n'est pas en train de créer un monstre médiatique. Il y a quelqu'un qui me disait, quand on possède le tuyau, on a tendance à en contrôler le jet. Vous parlez de convergence, votre convergence est énorme. Vous pouvez faire et défaire les carrières artistiques et journalistiques. Je trouve que vous nous prêtez un pouvoir que nous sommes beaucoup trop modestes pour accepter. Nous n'avons pas ce pouvoir-là de faire et de défaire. Pour prouver ses bonnes intentions, Québecor multiplie les promesses. Soyons clairs, la haute direction de Québecor Média ne se mêle pas des choix éditoriaux de ses propriétés. Nous n'en voyons pas l'intérêt. L'un après l'autre, les dirigeants de l'entreprise s'engagent à établir des cloisons étanches entre les différents médias du groupe, à soutenir la principale agence de presse au pays, la presse canadienne, et à soumettre le travail de ces journalistes au regard du Conseil de presse, le chien de garde de l'intégrité journalistique. 10 ans plus tard, que reste-t-il des promesses faites aux parlementaires? Les principaux médias de Québecor ont quitté le Conseil de presse du Québec. L'entreprise a abandonné la presse canadienne et créé l'agence QMI, qui permet de partager l'information entre les différentes composantes de l'Empire et donc de court-circuiter les cloisons éditoriales. Les médias de Québecor sont devenus un modèle de convergence des contenus. Québecor a refusé de nous accorder une entrevue, mais nous a écrit que les prétentions qu'elle ait pris des engagements solennels devant les députés sont totalement fausses. De toute façon, c'est tout à fait ridicule qu'elle y soit encore tenue, alors que le contexte a complètement changé depuis 10 ans. C'est injuste, n'est-ce pas? C'est injuste que les autres journaux, par exemple, font leur contribution au coût d'opération du Conseil de presse. Et le journal ou les journaux les plus importants ne font aucune contribution au fonctionnement d'une institution qui est, je pense, généralement considérée être nécessaire. On les trouve dans la loi, dans la loi... L'ancien juge John Gomery, aujourd'hui président du Conseil de presse du Québec, a tenté sans succès de rencontrer Pierre-Carl Péladeau. Plutôt que de chercher une entente, Québecor menace en fait de poursuivre le Conseil de presse s'il persiste à entendre les plaintes du public contre ses journalistes. Dans le reste du pays, où Québecor possède plus de 200 journaux, ce qui en fait l'éditeur le plus important, il s'est aussi retiré de tous les conseils de presse. Quel est l'effet de ça? L'effet, évidemment, c'est d'affaiblir les conseils de presse. Il ne faut pas le cacher. Québecor refuse le principe de l'autoréglementation. Québecor décide que les seules lois applicables, ce sont les lois du marché et les concours de popularité. On nous écoute et on nous lit, par conséquent, on nous aime, donc tout est sous contrôle. Dans l'écrit, ne reste que la voix des tribunaux si l'on se considère lésé. Pour ce qui est de la télévision, le CRTC prévoit la supervision d'un conseil des normes. La philosophie de Québecor est d'avoir le moins de règles possibles. Nous sommes d'avis qu'il est urgent d'alléger le fardeau réglementaire qui pèse de plus en plus lourdement sur les épaules des radiodiffuseurs et des distributeurs canadiens. Après la pause, la convergence et le contrôle éditorial. Le journaliste est supposé d'être la personne la plus étanche à toutes les pressions de partout. Et là, c'est notre employeur qui nous manipule, donc c'est honteux pour un journaliste. Il n'y a personne qui va se vanter de ça. Tous les jours, les médias de Québecor publient des milliers d'articles, des centaines de reportages, souvent des primeurs bien documentés. Mais il y a des rumeurs que l'information y serait parfois manipulée pour servir les intérêts de Québecor. Directrice aux pages Arts et spectacles du Journal de Montréal, Michèle Coudélor nie vigoureusement. J'ai un énorme respect pour le métier que je fais et pour les lecteurs que j'ai à servir.
Alors, quand on parle de commande, quand on parle, moi, ça me fait bien rire. Nous lui avons soumis un cas survenu le lundi 15 octobre 2007. Ce jour-là, 2 journaux, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, publient le palmarès des personnalités les plus influentes du monde de la culture au Québec. La mise en page de l'article diffère d'un journal à l'autre, ce qui est normal. Mais, surprise, le contenu n'est pas le même. On avait demandé à une firme extérieure pour ne pas justement que les gens croient qu'on a exigé des noms. Nous avons parlé à chacun des membres du comité d'experts indépendants formé pour établir le palmarès. On apprend que la moitié ont démissionné en dénonçant la manipulation des résultats. Aucun n'a accepté de parler à la caméra, mais nous avons obtenu des échanges de courriels qui témoignent de la promesse qu'on leur avait faite que le Journal de Montréal n'aura aucune emprise sur les résultats de ce panel. Pourtant, le 17 septembre, Michel Coudelor écrit à la firme responsable du comité indépendant pour dénoncer l'absence de René Angélil de la liste de départ. L'auteur Michel Tremblay, que le comité d'experts avait retenu comme un incontournable, n'est plus du tout influent, lance Mme Coudelor. Et John Porter, on s'en fout, dit-elle, à propos du directeur du Musée national des beaux-arts du Québec. Par la suite, elle fait valoir que Julie Snyder, conjointe de Pierre-Carl Péladeau, est beaucoup plus influente que Marie-France Bazot. Dans sa lettre de démission, un membre du comité s'insurge. On a manifestement forcé le jeu. Le pointage final est clairement biaisé en faveur de couples de personnalités. Lorsque le palmarès est finalement publié dans le Journal de Québec, le couple Péladeau-Snyder se retrouve en 4e position. Le couple Dion-Angélil, lui, arrive 8e. Mais surprise, dans le Journal de Montréal, Pierre-Carl Péladeau est soudainement seul en 4e place et sa conjointe Julie Snyder a droit à sa propre place au 6e rang. Le journaliste David Patry, auteur de l'article, a accepté de s'expliquer dans une entrevue réalisée en début d'année alors qu'il était en lock-out au Journal de Montréal. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des changements qui ont été demandés par la direction du Journal de Montréal à la toute dernière minute dans les textes. Donc, on parle de la veille de la publication. On aurait oublié d'en aviser le Journal de Québec. Son palmarès, qui est donc l'original, plaçait Paul Arcan, animateur de radio à Montréal, en 7e place, à Québec. Mais étrangement, il a disparu du palmarès du journal à Montréal. Pourquoi? Je pense qu'ils ont juste dit, bon, lequel là-dedans qu'on peut tasser facilement? Bon, Paul Arcan, point. Je me souviens pas de ça, pas du tout. Moi, j'ai travaillé avec les données que j'avais et alors, ça sera ma parole contre celle d'ex-syndiqués qui sont en colère contre nous. Que voulez-vous? Parce que c'est votre adresse de courriel, ça? Or, dans ce courriel au journaliste, elle lui dit que Danny Doucet, le directeur de l'information du Journal de Montréal, demande d'ajouter dans la liste la direction du Centre Bell. Et elle conclut: Danny Doucet ne veut pas de problème lundi. On remplace Paul Arcan par Jacques Aubé, un nom que n'a pourtant jamais proposé le comité, selon la liste que nous avons obtenue. Et pourquoi l'ajouter? Pourquoi l'ajouter? Moi, j'ai l'impression que c'est parce que le groupe Spectacle Gillette, c'est un gros annonceur du Journal de Montréal, mais allez savoir. Est-ce que Danny Doucet vous a demandé de faire enlever le nom de Paul Arcan? Écoutez, je ne me souviens pas parce que impliquer mon rédacteur en chef à ce stade-ci dans la manière que vous me présentez les questions, la manière que vous faites l'enquête, non. Marc-François Bernier dirige la chaire de recherche en éthique du journalisme à l'Université d'Ottawa. En 2007, il a sondé les journalistes de 3 groupes de presse, Radio-Canada, GESCA et Québecor, où il a trouvé 3 états d'esprit distincts, selon l'endroit où l'on travaille, comme l'indique le titre de son livre: sérénité, malaise et détresse. Généralement, ceux de Québecor étaient dans ce que j'ai appelé, moi, une sorte de détresse professionnelle sur le plan de l'autocensure,
Ils avaient l'impression qu'ils avaient moins de liberté que les autres, que leurs médias servaient plus à servir les intérêts du propriétaire que l'intérêt public. Sur plusieurs indicateurs d'intégrité de l'information, puis de qualité, puis de diversité, le résultat était en deçà de ceux de GESCA et de Radio-Canada, et de façon significative sur le plan statistique. Le journaliste est supposé d'être la personne la plus étanche à toutes les pressions de partout. Et là, c'est notre employeur qui nous manipule. Donc, c'est honteux pour un journaliste. Il n'y a personne qui va se vanter de ça. C'est très difficile à admettre. Donc, c'est vraiment tabou. Il y a vraiment un omerta qui est présent et qu'il faut qu'il soit brisé. Les centrales syndicales ont trop de pouvoir. Nous avons découvert que les journalistes du réseau TVA, une autre filiale de Québecor, se plaignent du même phénomène. Ils affirment, selon les procès-verbaux du comité professionnel de l'entreprise, qu'on s'en prend toujours aux mêmes cibles, surtout sur les ondes du canal Argent. Les employés se demandent si la couverture économique n'y sert pas de courroie de transmission à Québecor. Les patrons s'en défendent, mais les journalistes notent que certains organismes sont toujours présumés coupables, comme la presse et la famille Desmarais, Radio-Canada et le Fonds de solidarité de la FTQ, d'autres cibles courantes, Transcontinental et Bell Canada. Moi, je pense que le problème a commencé au niveau culturel puis qui est en train de s'étendre à toutes les branches de l'Empire, tous les tentacules, parce que j'entends des collègues qui étaient en politique, j'entends des collègues qui étaient à l'économie parler de même ingérence au même niveau que ce que moi j'ai vécu aux arts et spectacles au Journal de Montréal, et ce, partout dans tous les médias de l'Empire. Pour l'ancien président du syndicat de l'information du Journal de Montréal, Québecor est devenu une machine de guerre. C'est comme ça que ça marche. C'est que mets-toi pas dans les jambes de Québecor parce que tu vas te faire passer dessus par un immense bulldozer. C'est comme ça que ça marche. Nous avons réuni un groupe très solide et crédible d'investisseurs et d'institutions financières. Prenez l'achat du Canadien par les frères Molson il y a 2 ans, financé en partie par le Fonds de solidarité de la FTQ. Le fonds avait aussi promis d'aider Pierre-Carl Péladeau si Québecor remportait la mise. L'appui du fonds au Molson a été perçu comme une trahison par Québecor. Et depuis, le président de la FTQ a senti la différence. Michel Arsenault de la FTQ avec son salaire de plus de 140 000 $. C'est peut-être une coïncidence, mais je peux vous dire que le nombre d'articles hostiles à la FTQ, le nombre de commentaires et d'articles hostiles à la FTQ au Fonds de solidarité a augmenté de façon substantielle depuis l'achat du Canadien par les Molson en juin 2009. Autre exemple, les annonces du Fonds de solidarité de la FTQ en période des REER, qui ne sont plus diffusées sur le réseau TVA depuis 2 ans. La raison, Québecor exigeait pour les présenter que le fonds achète aussi de la publicité dans le Journal de Montréal, alors en lockout. Vous comprendrez qu'une centrale syndicale ou un fonds syndical comme le Fonds de solidarité, jamais qu'on va payer pour de la publicité dans un journal qui est en lockout ou en grève. À l'inverse, dans les médias de Québecor, l'entreprise brille toujours. Voyez cette manchette parue en février. Code d'amour des entreprises, Vidéotron la plus admirée, selon un sondage Léger Marketing. Mais en fait, l'intégrale des résultats du sondage publié dans le journal Les Affaires montre que Vidéotron n'arrive qu'en 102e place des entreprises les plus admirées au Québec. Elle n'est première que parmi les télédistributeurs. Vidéotron lance finalement son tout nouveau réseau de téléphonie sans fil. À la télévision, l'autopromotion est allée jusqu'à ouvrir le bulletin de nouvelles TVA avec un reportage sur le lancement des forfaits de téléphone sans fil de Vidéotron. Pourquoi acheter cet appareil-là? Quel est l'impact pour eux? Les journalistes au comité professionnel de TVA déplorent la couverture partisane et parfois démesurée des intérêts de Pierre-Carl Péladeau. Et ils s'inquiètent de la perte de crédibilité de l'information. Le public n'est pas dupe. Notre jupon dépasse trop. Le jupon dépasse dans le cas des médias. Lorsque les médias parlent de sujets qui les concernent, ils y accordent une attention démesurée. Donc, ils distorsionnent l'importance du sujet. Jean-François Dumas, d'Influence Communication, le plus important courtier de nouvelles au Canada,
a analysé pour nous toute l'information produite au Québec depuis un an, dans le but de mesurer cette tendance des médias à l'autopromotion. Il a découvert que les journaux de GESCA contribuent à seulement 26 % de la couverture des nouvelles qui touchent les intérêts de leur propre entreprise. Le jupon de Radio-Canada est plus long. Sa radio et sa télé diffusent 42 % des nouvelles qui traitent de Radio-Canada. Mais c'est Québecor qui remporte la palme de l'autopromotion. Excluant le dossier de l'Amphithéâtre de Québec, ces médias ont produit depuis un an 55 % des nouvelles concernant Québecor. Le jupon est encore pas mal plus long à Québecor. Qui se vend le plus fort? C'est fort, là. 55,40, là, c'est plus que la moitié du contenu du Québec qui vient d'un endroit. C'est plus que la moitié. Mais cette étude fait un autre constat préoccupant sur le niveau très élevé de concentration de l'information au Québec. Québecor domine avec 37 % du marché total, loin devant Radio-Canada CBC à 24 % et les journaux de GESCA à 22 %. À eux seuls, ces trois groupes comptent pour 83 % de toutes les nouvelles consommées par les Québécois. Si les médias c'est un reflet de notre santé comme société, bien, il n'y a pas beaucoup de diversité. Après la pause, les dangers de la concentration de la presse, un modèle qui fait peur. Ce qui est arrivé en Angleterre, c'est une sorte de drapeau rouge ici au Québec. Le 30 mars 2009, le premier ministre du Canada, Stephen Harper, se trouve à New York en compagnie de son directeur des communications, Corey Teneke. Les deux hommes ont une rencontre secrète qui n'est pas à l'horaire officiel avec le baron de la presse internationale, Rupert Murdoch, le propriétaire de la chaîne d'information continue conservatrice Fox News. 4 mois plus tard, Teneke quitte le bureau du premier ministre et est engagé par Québecor pour créer le réseau Sun News, surnommé par plusieurs le Fox News du Nord, au même style bagarreur de droite populiste, affiché sans complexe. Nous nous attaquons à la rectitude politique. Nous ne serons pas une télévision d'État aux nouvelles ennuyeuses produites par des fonctionnaires pour l'élite aux frais des contribuables. Lancée au printemps dernier, la chaîne détient déjà le record du plus grand nombre de plaintes logées au Conseil canadien des normes à la suite d'une entrevue, celle avec la danseuse canadienne Margie Gillis. Elle venait de recevoir un prix du gouverneur général pour l'ensemble de sa carrière longue de 39 ans. Dans l'entrevue résolument hostile, l'animatrice de Sun News cherchait à dénoncer les subventions obtenues au fil des ans par la danseuse, allant jusqu'à ridiculiser son style. Plus tard, la même animatrice s'en est prise sur le même ton au ministre du Patrimoine, James Moore, lui reprochant de défendre les subventions aux artistes. En fait, le ministre Moore est une cible régulière des attaques de Sun News. C'est son ministère qui est responsable de la Société Radio-Canada et de son pendant anglophone CBC. James Moore, the Heritage Minister. What the hell? Who the hell are you? On a même vu l'animateur Ezra Levant déguiser un de ses recherchistes en poulet pour personnifier James Moore, trop poule mouillé pour venir défendre les subventions à Radio-Canada, présenté par Sun News comme de l'argent de nos impôts qui va en pure perte. Le même animateur a porté une perruque orange après les funérailles nationales du chef de l'opposition Jack Layton pour se moquer de l'importance que leur avait accordée la CBC, y voyant un parti pris de gauche. De la même manière, il dénonce la couverture du scandale qui a frappé l'empire médiatique de Rupert Murdoch en Grande-Bretagne l'été dernier,
une attaque de médias gauchistes. Mais attention, dit John Gomray, cet événement est un signal d'alarme sur les dangers de la concentration de la presse. Ce qui est arrivé en Angleterre, c'est une sorte de drapeau rouge ici au Québec. Le scandale a en effet secoué un des plus importants empires médiatiques de la planète. En Grande-Bretagne, les journaux de Murdoch détiennent 40 du marché. Ils contrôlent aussi le principal groupe de télévision privée et de télédistribution, un modèle semblable à celui de Québecor. Généralement associés aux politiques de droite, les journaux de l'Empire Murdoch ont aussi un temps soutenu le parti de gauche, les travaillistes de Tony Blair. Leur réputation s'en est retrouvée renforcée. Si on voulait gagner une élection, nous pensions qu'on avait besoin de son appui. Le député travailliste Chris Bryant en avait bénéficié. Mais en 2003, il a eu la mauvaise idée de critiquer publiquement les méthodes journalistiques de l'Empire Murdoch. Son méthode journaliste, c'était toujours d'utiliser les faiblesses personnelles des politiques pour protéger ses intérêts commerciaux. Les journaux de Murdoch ont par la suite publié des photos compromettantes et révélé l'homosexualité de cet ancien pasteur protestant. Cela aurait pu lui être fatal politiquement, lui qui ne vient pas d'un comté urbain branché, mais d'une région rurale en déclin, site d'anciennes mines de charbon du pays de Galles. Pendant 8 ans, il a été l'une des seules voix à dénoncer les pratiques de l'Empire Murdoch. En politique, notre survie dépend de ce que la presse écrit et montre de nous. C'est pourquoi il nous arrive de manquer de courage lorsque vient le temps d'en dénoncer les abus. Aucun autre média, sauf le Guardian, ni aucun autre leader politique ne semblait s'y intéresser, jusqu'à la mise au jour de milliers d'écoutes illégales. Aujourd'hui, politiciens et journalistes font un examen de conscience et s'interrogent sur les risques de la concentration de la presse. C'était peut-être la chose la plus importante que j'ai fait comme député. Plusieurs enquêtes parlementaires et judiciaires scrutent maintenant les pratiques des journaux de l'Empire Murdoch en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il a dû sacrifier le News of the World, fermé pendant l'été. L'affaire a aussi fait une première victime politique. Andrew Coulson a démissionné de son poste de directeur des communications du premier ministre conservateur David Cameron. Il était rédacteur en chef du News of the World à l'époque des écoutes illégales. Ce scandale va bien au-delà des écoutes électroniques. Il va nous conduire à un examen approfondi de l'influence que Robert Murdoch et de ses journaux avaient auprès des pouvoirs politiques en Grande-Bretagne. Le journaliste canadien Richard Gisbert a suivi de près l'affaire Murdoch. De Londres, il anime chaque semaine sur les ondes de la chaîne anglaise d'Al Jazeera une émission sur les médias dans le monde. Hello, I'm Richard Gisbert and you're at the Listening Post. This week, it's the Rupert Murdoch Show. À son avis, l'affaire est plus importante encore que le Watergate aux États-Unis, car elle montre comment un groupe médiatique devenu trop puissant peut abuser de son influence pour manipuler la police et la politique. Le problème, c'est que si vous ne freinez pas la croissance de ces empires, lorsque vous réalisez qu'ils sont devenus trop gros, c'est encore plus difficile d'intervenir, car leur influence augmente avec leur taille. Rien ne suggère que de telles actions illégales ont été commises ici, et le président du Conseil de presse du Québec se défend d'établir un parallèle de cette nature. Mais il estime que les risques de dérive démocratique sont comparables, considérant l'influence de Québecor et son refus d'accepter les mêmes règles éthiques que le reste de l'industrie. Je peux vous dire que si Québecor continue de se retirer de toutes les contraintes qui sont respectées par leurs concurrentes,
tôt ou tard, ils vont obliger les gouvernements d'intervenir, ce qui est déplorable quant à moi. C'est la conséquence inévitable si quelqu'un devient trop gros et trop arrogant et trop méprisant de ce qui se passe autour d'elle. Après la pause, quelle est l'influence de Québecor sur nos politiciens? Qui veut aller en élection avec un groupe de médias contre lui? Quand on a 30 de l'écoute, quand on a un puissant pouvoir d'influence, quel gouvernement qui veut faire ça? Le 7 juillet de l'an dernier, le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, convoque une conférence de presse à la hâte. Il est furieux. C'est un reportage qui fait honte à la profession journalistique. Depuis 3 jours, le Journal de Montréal multiplie les manchettes injurieuses, l'accusant de mentir aux Québécois sur la réduction des dépenses de l'État. La lutte à l'évasion fiscale va plutôt dans la colonne des contribuables. La nouvelle, reprise par les autres médias de Québecor, est remplie de fausseté, lance le ministre. Le pouvoir de la presse, c'est important pour la démocratie, mais c'est important qu'il y ait un standard de qualité. On est descendu en bas de ça cette semaine, oui. Geste exceptionnel, Raymond Bachand envoie une lettre à Pierre-Carl Péladeau, lui suggérant de prendre des sanctions contre l'auteur des articles, un cadre. Le Journal de Montréal est alors en lock-out. Il ne recevra jamais d'excuses publiques ou privées. Mais 2 jours plus tard, le Journal de Montréal ridiculise le ministre des Finances en le comparant à un tenancier de bordel. De nombreux cadres et journalistes contactés pour cette enquête déplorent une dérive de l'information dans les médias de Québecor. Une critique confirmée dans les rapports du comité professionnel où les journalistes parlent de commandes peu subtiles, de patrons trop directifs, d'interventions de la direction qui ordonne certains choix dans le contenu des bulletins. Dans sa réponse écrite à notre demande d'entrevue, Québecor se défend de manipuler l'information. Le groupe affirme que ces journalistes doivent cependant répondre aux choix éditoriaux de leur rédacteur en chef. Mais avec le poids de l'Empire Québecor, l'orientation de ses choix dans une même direction peut lui donner un pouvoir considérable. Par exemple, la croisade personnelle de Julie Snyder, appuyée par son conjoint Pierre-Carl Péladeau, pour le financement public de la fécondation in vitro. La bataille a fait la manchette des journaux, magazines et télévisions de l'Empire pendant des années. Je ne sais pas si les caméras de télévision peuvent montrer ça, mais Monsieur le ministre, là, il n'y a pas juste un moment ou un autre qui rit. Dès qu'il y a quelqu'un de l'opposition qui parle, dès que nous on parle, il rigole. Il rigole avec les gens qui sont autour de lui. Il y a beaucoup de plaisir. En commission parlementaire, Julie Snyder avait pris à partie le ministre de la Santé, Philippe Couillard, peu favorable à ce que l'assurance maladie couvre les traitements contre l'infertilité. Alors je me suis dit, pourquoi il nous entend si de toute façon son idée est faite? Puis l'an dernier, c'est accompagné de Julie Snyder que le nouveau ministre de la Santé, Yves Bolduc, a annoncé le financement par l'État de la fécondation in vitro. La mesure, unique au Canada, coûtera des dizaines de millions de dollars par année au gouvernement. Le taux de succès de la procédure est de 30 %. Les médecins spécialistes y voient une décision purement politique. On a fait un choix électoral parce qu'il y avait un lobby. Et est-ce qu'on aurait pu l'investir ailleurs pour avoir des effets, par exemple, sur un plus grand nombre de personnes que le nombre de personnes visées aujourd'hui? La réponse est évidemment oui. Le premier ministre Jean Charest s'apprête à tenir un point de presse au sujet de la construction éventuelle d'un nouvel amphithéâtre. 2 mois plus tard, le premier ministre Charest annonçait que le gouvernement allait payer la moitié de la facture d'un nouvel amphithéâtre à Québec. 200 millions de dollars et presque autant de la Ville de Québec, dans l'espoir de favoriser le retour des Nordiques. Les médias de Québecor, qui dénoncent habituellement les subventions gouvernementales, mobilisent toute leur puissance convergente derrière ce projet défendu par Pierre-Carl Péladeau. L'équipe de Québec!
Pierre-Carl Péladeau était ici au Colisée ce soir dans le cadre du premier match de la série Montréal-Québec. Et oui, il a confirmé qu'il allait participer à la construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec. En fait, Québecor ne paiera pas directement pour la construction de l'édifice, mais il lancera le locataire unique pendant au moins 25 ans et paiera pour inscrire son nom sur l'immeuble. À ceux qui lui reprochent de tenter de s'enrichir à même l'argent des contribuables, Pierre-Carl Péladeau répond ceci. Écoutez, Québecor Média, vous savez, en plus de ça, c'est une entreprise qui est détenue par la totalité des Québécois, puisque 45 du capital est détenu par la Caisse de dépôt. Donc, travailler pour Québecor, c'est travailler pour le Québec tout entier. On dit de l'amphithéâtre qu'il sera multifonctionnel. Il pourra abriter une éventuelle équipe de hockey dont les matchs seraient retransmis sur la nouvelle chaîne de sport de TVA. Il sera aussi une salle de spectacle pour les tournées d'artistes comme les vedettes de Star Academy, dont Julie Snyder assure ensuite la gérance et la production. Enfin, l'amphithéâtre pourra servir d'immenses studios de télévision au bénéfice de Québecor. Notre objectif secret, j'en parlerai pas, mais ce qu'on veut, c'est de transférer les productions télévisuelles grand public de Québecor à Québec. En commission parlementaire au printemps dernier, le maire de Québec et Pierre-Carl Péladeau ont plaidé pour l'adoption d'une loi spéciale afin de mettre à l'abri des tribunaux l'entente conclue de gré à gré, sans appel d'offres, entre la Ville et Québecor. Est-ce qu'on va se priver d'une équipe de hockey et de la construction d'un amphithéâtre à cause d'une formalité? L'ancien ministre péquiste, Denis de Belleval, a pris la tête du mouvement de contestation de l'entente. Ici, à Québec, Québecor contrôle la principale poste de télévision, il contrôle le principal journal quotidien, et là, il va contrôler le principal média, parce qu'au fond, le stade, là, le futur amphithéâtre, c'est un moyen de communication en soi-même, ça. Alors, toute la ville, comme ça, va être contrôlée sur le plan médiatique par l'Empire québécois. L'Assemblée accepte-t-elle d'être saisie de ce projet de loi? Selon lui, l'entente est non seulement illégale et trop généreuse envers Québecor, elle montre aussi le poids inquiétant de l'entreprise sur nos gouvernements. C'est quand le politique finit par utiliser et être utilisé par le médiatique que là, on s'engage sur une pente extrêmement dangereuse. Et avez-vous l'impression que Québecor fait un peu trembler la colline parlementaire à Québec? Ah bien, c'est bien évident. C'est bien évident. On le voit. On le voit bien. Les deux principaux partis étaient prêts à passer la loi 204 comme ça. La loi, effectivement adoptée en septembre dernier, avait été présentée par l'opposition péquiste, ce qui est exceptionnel. D'autant qu'elle vise à protéger de toute contestation une entente financée par le gouvernement. L'affaire a provoqué une crise dans le Parti québécois en juin, poussant plusieurs députés à la démission. Mais certains estiment que Pauline Marois n'avait pas le choix, qu'elle ne peut se permettre de déplaire à Québecor, qui est perçu comme proche du discours identitaire, pour ne pas dire de la cause souverainiste. On va acheter la souveraineté du Québec ou l'appui éventuel de la souveraineté du Québec auprès de M. Péladeau. C'est ça qu'on va faire? Puis vous croyez sérieusement qu'ensuite de ça, qu'il va y avoir nécessairement un retour d'ascenseur? Il n'est pas le seul à redouter le poids politique de Pierre-Carl Péladeau. En fait, un sondage récent montre que 80 des députés se disent inquiets de la trop grande concentration des médias d'information au Québec. C'est le cas du député libéral François Ouimet. Lorsqu'il y a une concentration comme ça, avec des mots d'ordre qui sont possiblement donnés, ça fait en sorte que le public ne reçoit qu'un message de ces médias d'information. Et c'est là qu'on dit que c'est pas sain pour une démocratie. Au Parti québécois aussi, on s'inquiète de la perte de diversité des voix en information. Je pense que l'heure est venue à ce que les parlementaires aient à analyser plus en détail la question. Je le fais avec beaucoup d'enthousiasme. Mais la ministre des Communications du Québec, actuellement en tournée de consultation sur l'état de l'information, ne souhaite pas rouvrir ce débat.
Je pense que la concentration de la presse, c'est quelque chose qui est un fait et qui est là. Et on ne peut pas revenir en arrière. Autrement dit, on ne pourra pas mettre la pâte à dents dans le tube. C'est fait. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant développer la diversité des voix. Elle nous dit qu'on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. C'est une belle expression, c'est très symbolique, mais en bout de ligne, c'est une forme d'indifférence et d'incapacité d'intervenir puis d'agir. Ancien président du Conseil de presse du Québec, Raymond Corriveau croit qu'il y a peut-être de bonnes raisons pour le gouvernement de ne pas affronter Québécois. Qui veut aller en élection avec un groupe de médias contre lui? Quel gouvernement qui veut faire ça? Quand on a 30 de l'écoute, quand on a un puissant pouvoir d'influence, il n'y a pas grand monde qui veut faire ça. L'an dernier, un groupe de travail sur l'état de l'information avait mené des consultations à travers le Québec. Québécois avait refusé d'y participer. Le groupe, présidé par Dominique Payette, a ensuite recommandé d'accorder un statut professionnel aux journalistes pour les protéger d'influences indues. Nous, ce qu'on veut, au fond, c'est que la déontologie cesse d'être un enjeu commercial. C'est-à-dire que la déontologie soit la même pour tout le monde qui exerce le métier de journaliste au Québec. C'est le genre de protection que David Patry aurait souhaité avoir lorsqu'il travaillait au Journal de Montréal. C'est très, très difficile de s'opposer à son employeur. Donc, tout ce qui va amener des outils aux journalistes, que ce soit à Québécois ou ailleurs, pour leur permettre de faire un métier en suivant les pratiques, les normes journalistiques, ça va être bienvenu, c'est clair. Je pense qu'un journaliste doit avoir le droit d'écrire les faits, de décrire ce qui se passe et de sa façon, sans trop d'ingérence par ses patrons. Et je pense que ça, c'est un principe. C'est pourquoi on aimerait avoir une profession de journaliste professionnel, ils ont une certaine liberté d'action. La plupart, la très grande majorité des journalistes que je connais chez Québécois font de l'excellent travail. Cet affrontement-là se joue au-dessus de leur tête. C'est un affrontement idéologique, foncièrement, d'un patron qui veut le moins de contraintes, le moins de règles possible.